Pour suivre l'enseignement que nous vous proposons, vous devez avoir acquis au préalable un certain nombre de connaissances. La formation proposée concerne la préparation et la conduite d'une enquête par entretien semi-directif. Il s'agit donc de la préparation et de la mise en œuvre d'une méthode de collecte d'informations ou de données. En d'autres termes, on peut dire que cette formation vise à vous permettre de répondre à la question suivante: comment produire de la connaissance? Mais avant cette question du comment, il y a la question de quelle connaissance produire, pour qui et pourquoi faire. Alors, on va voir rapidement, on va passer en revue rapidement la démarche qui permet de répondre à ces questions. Quelle connaissance? Le pour qui et le pourquoi, on l'abordera mais très rapidement parce que ça ne relève pas tout à fait du champ de cette formation. On ne démarre jamais de rien, donc ni en termes de connaissances, il y a toujours de la bibliographie disponible, des données que l'on peut avoir et consulter, ni en termes de questionnement. Quand on démarre ou quand on prévoit de faire une enquête, c'est parce qu'on va répondre à une commande, si c'est dans le cadre d'une étude, ou bien que l'on s'inscrit dans un programme de recherche qui a été élaboré bien avant la préparation de l'enquête et sa mise en œuvre. Donc, pour répondre à la question « quelle connaissance produire ?», la première chose à faire, c'est de s'interroger sur cette commande. C'est ce que j'appelle l'analyse de la commande. L'analyse de la commande ou l'analyse de la question de recherche. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste en plusieurs points sur lesquels on va s'interroger. On va passer un certain temps à refaire la genèse de cette commande. Essayer de voir à quel moment dans l'histoire de la production de la connaissance se situe la commande. Par exemple, si cette commande intervient dans le cadre d'un projet de développement, par exemple, ou d'un projet environnemental, ou d'un projet d'aménagement du territoire, est-ce qu'on est en phase de diagnostic initial? Est-ce qu'on est dans une enquête ou dans une production de connaissances d'approfondissement en cours de projet? Ou est-ce qu'on est plutôt à la fin et qu'on est plutôt dans des questions relatives à une évaluation? Même chose, si on s'inscrit dans un programme de recherche, est-ce qu'on est au tout début du programme de recherche, au milieu ou à la fin? Et la commande ne va pas se situer de la même façon parce que l'articulation de la connaissance qu'on va produire avec la connaissance disponible n'est pas la même. On va être en phase exploratoire, on peut être en phase de vérification, en phase de contre-expertise. Donc, les enjeux de l'étude ne vont pas être les mêmes. Le pour qui et le pourquoi de cette étude vont être tout à fait différents selon la position de l'étude dans l'historique général du programme de recherche, du projet de développement ou d'aménagement. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette analyse de la commande. Et on termine l'analyse de la commande en étudiant assez rapidement, mais il faut quand même le faire, le contexte local et temporel de l'étude, l'échelle à laquelle l'étude est demandée. Si on est à une échelle européenne, nationale, régionale ou sur un tout petit territoire, on ne va pas du tout aborder la question, on ne va pas du tout aborder l'enquête de la même manière. On ne va pas la préparer de la même manière, on ne va pas poser les questions tout à fait de la même façon. Et on va également pointer les moyens dont on dispose. Les moyens dont on dispose, ça peut être le temps, bien sûr, mais ça peut être aussi les personnes qui vont nous aider à faire cette enquête ou cette étude. Personnes, ça peut être des traducteurs lorsqu'on est dans des zones, bien sûr, où on ne parle pas la langue locale, mais c'est aussi des moyens de transport. Ça peut être des personnes qui vont aussi mener les enquêtes avec nous.
Tout cet ensemble-là constitue l'analyse de la commande. Le deuxième point, c'est la construction de la problématique. Donc, une commande, une question de recherche, au départ, sont formulées de manière assez brève. Ça peut être au mieux 2-3 lignes, une question. Et il va falloir, de cette formulation brève, aboutir à une problématique beaucoup plus développée, en termes avec plusieurs questions et des hypothèses de réponse. Donc, pour construire cette problématique, on dispose d'un outil que j'appellerai les dimensions du sujet d'étude. Les dimensions, c'est les différents aspects d'une question, d'un sujet d'étude. Pour vous montrer un petit peu ce que sont ces différentes dimensions, je vais prendre un exemple concret. Lors d'une évaluation de l'introduction des mouflons dans le parc national des Cévennes en France, j'ai appliqué ces 6 dimensions. Il s'agissait donc de voir comment était perçue l'introduction des mouflons, donc qui est une espèce originaire de Corse, dans un parc national sur le territoire métropolitain de France. Lorsqu'on applique la dimension technique à ce sujet d'étude, on va aborder, entre autres, les techniques de chasse. La chasse traditionnelle dans le Massif central, c'est la chasse au sanglier, entre autres, il y en a d'autres, mais principalement la chasse au sanglier, qui est une chasse collective en battue. Alors que la chasse au mouflon est une chasse individuelle à l'affût. Donc, on va bien être amené à décrire au moins ces différentes techniques de chasse et les liens qu'il peut y avoir entre elles. Si l'on applique la dimension économique au thème de l'étude, on va aborder la question de la valeur des trophées de chasse. Donc, c'est toutes les ressources économiques des différentes sociétés de chasse, par exemple. C'est aussi toute la clientèle locale et surtout non locale, voire même venant de l'étranger, qui vient chercher les trophées de chasse, notamment donc sur les mouflons. La dimension juridique du sujet m'a amené à comprendre les règles sur les plans de chasse. Le plan de chasse définissant le nombre de têtes que l'on peut abattre pendant la saison de chasse, le nombre de femelles, le nombre de mâles, etc. La dimension idéologique, elle, fait référence à la représentation que l'on a d'un phénomène. Et ici, c'était la représentation que l'on se fait du mouflon, du fait qu'il n'est pas originaire du parc national, mais aussi la représentation que les groupes sociaux ont les uns sur les autres, de l'écologie, de ce que c'est que la biodiversité, également donc des chasseurs locaux sur les revendications ou les objectifs des écologistes. Il y a un certain nombre de représentations. Et il y avait également la représentation que les chasseurs se faisaient d'eux-mêmes, comme groupe social en quasi-disparition et minoritaire, on va dire, dans la société française, par exemple. La dimension politique fait référence, elle, au système de prise de décision. Par exemple, comment sont gérées les sociétés de chasse locales, mais aussi comment est géré le parc national. Comment vient-on directeur d'un parc national ou président d'un parc national? Quelle est la part du pouvoir central à Paris qui exerce un pouvoir local jusque dans le Massif central? La dimension sociale, elle, fait référence aux relations entre les groupes sociaux, donc les relations de pouvoir, les relations et la circulation de l'information, les alliances entre les différents groupes, etc. Donc, en appliquant
ces dimensions à la question. Cela m'amène à décomposer ma question. Comment est perçue l'introduction du mouflon dans cet espace-là? Ça m'amène à décortiquer cette question centrale en différentes questions. Comment perçoit-on les revenus issus de la chasse du mouflon? Comment perçoit-on, comment organise-t-on, comment articule-t-on les différentes techniques de chasse, etc., etc. C'est comme cela que l'on passe d'un thème d'étude formulé en quelques lignes à une problématique rédigée qui va nous présenter une série de questions articulées entre elles, hiérarchisées, elles ne sont pas toutes de la même importance. Pour chacune de ces questions, on va choisir un, parfois plusieurs cadres théoriques qui vont nous permettre d'émettre des hypothèses de réponse. Ça nous permet d'élargir le thème de départ et de ne pas s'enfermer dans la commande. Une commande d'étude est souvent tronquée parce que la personne qui émet cette commande ne va voir qu'un seul aspect des choses. Souvent celui qu'elle connaît le mieux, en référence soit à sa formation, soit à ses préoccupations principales. Il est important, lorsqu'on doit mener une étude, de renvoyer au commanditaire une analyse du sujet élargie. Et ensuite, on détermine avec lui si on va vraiment étudier tous les aspects de la question. Donc, la fin de la construction de la problématique consiste à choisir le cadre théorique à l'intérieur duquel on va étudier ces différentes questions. Donc, pour chaque dimension, on va étudier les différents cadres théoriques qui sont disponibles, les différents concepts, les différentes théories qui sont disponibles. Par exemple, pour la dimension économique, on a plusieurs pans de l'économie. On a l'économie de la production, on a l'économie de la consommation, on a l'économie du patrimoine. On a comme ça plusieurs théories. On a l'économie des transactions également. Voilà. On a donc plusieurs théories disponibles et on va regarder quelle est la théorie qui est la plus appropriée à la question que l'on va étudier, ou on va choisir, on va décider d'étudier ça dans le cadre de la théorie du patrimoine ou des transactions par exemple. Ce cadrage théorique va nous amener à choisir un certain vocabulaire très précis que l'on va appeler, donc, qui sont des concepts, et que l'on va utiliser ensuite pour conduire notre étude. Alors, en matière de sociologie et de sciences humaines en général, on a un problème assez spécifique. C'est que dans le langage courant et dans la vie quotidienne, tout le monde a une expérience sociologique et économique. Tout le monde a des relations avec des groupes, avec autrui. Tout le monde fait partie de groupes, d'associations, de groupes d'étudiants ou d'un groupe socio-professionnel, d'une famille même, qui est un groupe sociologique. Donc tout le monde a une expérience et tout le monde peut parler avec le vocabulaire courant de phénomènes propres à la sociologie. C'est ce qu'on va appeler le vocabulaire courant et la plupart du temps, les termes que l'on va utiliser vont être des prénotions. Le terme de pouvoir, par exemple, tel que peuvent le parler des adolescents qui parlent du pouvoir d'un directeur de lycée sur leur vie quotidienne, ça sera un terme du vocabulaire courant. Et ça ne sera pas un vocabulaire conceptuel qui sera utilisable pour de la production de connaissances. Il va falloir nettoyer un petit peu le vocabulaire que l'on utilise quotidiennement, propre à la sociologie ou à l'économie, pour choisir des concepts beaucoup plus précis
qui sont en général définis dans le cadre d'une théorie. Donc c'est un travail assez théorique qui se fait avec de la bibliographie, qui se fait avec un encadrement théorique avec d'autres chercheurs ou des enseignants, mais qui est indispensable pour clarifier exactement les sujets d'étude et les informations que l'on va recueillir, la nature des informations que l'on va recueillir. Également, au-delà des concepts que l'on va choisir, on va leur affecter un certain nombre de caractéristiques, ce qui va nous donner des catégories d'analyse, ce qu'on appelle des catégories d'analyse. Je prends un exemple. Au concept économique de revenus, je peux caractériser les revenus en faisant plusieurs types de revenus. Alors, dans le langage courant, on a des revenus importants ou des revenus faibles ou des revenus insuffisants. Ça, c'est une première façon. Mais on peut avoir d'autres catégories d'analyse qui peuvent être beaucoup plus pertinentes selon les thèmes d'études que l'on a. Par exemple, on peut avoir des revenus qui sont réguliers ou des revenus qui sont irréguliers. On peut avoir des revenus qui sont sûrs ou des revenus qui sont incertains, aléatoires. Donc, ce que j'appelle catégorie d'analyse, c'est le couple sûr, aléatoire. Ça, c'est une catégorie d'analyse qui me permet d'analyser le concept de revenu en le caractérisant selon un critère de le caractère certain ou le caractère aléatoire. Même chose pour la catégorie d'analyse, revenu régulier, revenu irrégulier. Donc, c'est toute la construction de ces outils qui nous permettent d'analyser un phénomène qui fait l'objet de la construction de la problématique, au-delà des questions et des hypothèses de réponse. Lorsqu'on a franchi cette deuxième étape, à savoir la construction de la problématique, on est déjà un petit peu plus renseigné sur quelles connaissances on va produire, ou on cherche à produire. Il reste une dernière étape à franchir qui est de définir le champ de l'étude, c'est-à-dire l'univers réel dans lequel on va conduire cette étude. Et ça ne s'exprime pas seulement en termes de zone d'étude, à savoir un village ou une entreprise avec son espace de l'entreprise, ou bien une région, ou bien les limites d'un parc naturel. Ça va bien au-delà de la zone géographique. L'univers réel dans lequel on mène une étude en sociologie, en économie ou en sciences humaines de manière plus générale va être constitué de l'ensemble des groupes sociaux qui vont être concernés par cette étude. Et les groupes sociaux concernés par une étude, même si l'étude elle est très localisée sur un village ou un emplacement de déchetterie par exemple, les groupes sociaux concernés par l'étude un diagnostic préalable à la localisation d'une déchetterie dépasse très largement les habitants ou les personnes limitrophes, les habitants limitrophes de la zone choisie pour la déchetterie. On va avoir des groupes de pression écologistes, on peut avoir des utilisateurs de cet espace qui sont des urbains qui habitent à 50 ou à 100 km, mais qui viennent ici pour pêcher, pour se promener ou pour chasser ou pour faire de l'escalade ou je ne sais quoi. On va avoir les financeurs, on va avoir les instances publiques, conseil général, conseil régional, qui gèrent la gestion des déchets donc, au niveau du département ou même de la région. Et on va avoir également l'image du site qui va être véhiculée par la présence d'une décharge et qui va nuire à un site touristique à 20 km, à 30 ou 50 km du site, par exemple. Donc, le champ de l'étude n'est pas circonscrit à l'espace géographique, il comporte les groupes sociaux qui sont concernés par l'étude. Et donc ces groupes sociaux peuvent être concernés par la dimension idéologique, économique, politique, juridique ou technique de l'étude. Donc on va croiser, on va s'interroger sur
quel est le champ de l'étude, jusqu'où je dois mener mon enquête, jusqu'où je dois aller récolter de l'information. Et je vais répondre à cette question-là en regardant chacune des dimensions de mon étude. Et chaque fois, je vais élargir ou au contraire restreindre le champ de mon étude. Un dernier aspect de la question du champ de l'étude, c'est la profondeur historique que je veux donner à mon étude. On peut étudier une question à un moment donné, au temps présent, mais la plupart du temps, on va donner une certaine profondeur historique à notre question. On va regarder ce qu'il y avait avant, d'où vient le projet de décharge, par exemple, si c'est une question de décharge. On va regarder comment se gèrent les déchets, l'historique des déchetteries, l'historique du tri dans une région donnée, par exemple, et jusqu'où on va remonter. Là, on va définir également la profondeur historique que l'on veut donner à son étude. Et ça, c'est un choix. Il est plus ou moins libre, ça dépend un petit peu du commanditaire, mais en tout cas, l'essentiel, c'est que la définition du champ, aussi bien en termes historiques qu'en termes d'espace social et économique, que cette définition du champ soit explicite, qu'il soit argumenté et qu'il soit pertinent. Avec la définition du champ de l'étude, on obtient ainsi les limites, les contours de l'étude. Cela peut être un contour, un champ qui est provisoire. Dans le courant de l'étude, on peut s'apercevoir qu'on a trop limité l'étude pour une certaine dimension. On peut ensuite le re-questionner et faire d'autres choix. On va donc obtenir un ensemble de questions, la problématique, reliées, hiérarchisées, des hypothèses de réponse et un cadre, des limites dans lesquelles on va essayer d'obtenir les informations nous permettant de répondre à ces questions ou de vérifier ces hypothèses.